Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 15 et j'ai un invité d'honneur sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Alexandre Melnik. Pour ceux qui en France suivent les émissions de télé, vous le connaissez parfaitement bien. C'est un spécialiste de géopolitique. Il déteste quand on le présente comme un spécialiste de Russie parce que c'est beaucoup plus large. C'est les questions de géopolitique dont Alexandre enseigne depuis des décennies dans plusieurs écoles. Peut-être quelques mots, Alexandre, où tu enseignes, parce que tu enseignes dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. Merci pour ta présentation. Oui, je suis professeur en géopolitique, c'est-à-dire du monde des grands enjeux et des grandes tendances du monde contemporain. J'enseigne le monde à travers le monde, dans des pays aussi différents que l'Algérie et Israël, les États-Unis et la Chine. Donc, j'avais même enseigné en Russie, hein, c'est vous dire, donc, et en Ukraine. C'est pour ça que moi, je préfère quand même alors ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire enseigner le monde et inscrire ce qui se passe actuellement en Russie et en Ukraine dans ce contexte géopolitique large, ce que j'appelle holistique, c'est-à-dire vision globale de la situation. C'est génial. C'est justement ça qu'on va le proposer. On va faire notre première émission sur. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est compliqué pour Alexandre parce que lui, il enseigne énormément, il bouge beaucoup, donc c'est très très difficile d'avoir un créneau avec lui. Mais je crois que mais je voulais dire aussi, si tu me permets, ouais. Sergei, que c'est vraiment un honneur pour moi, un plaisir et un honneur d'intervenir en binôme avec toi. Toi, un personnage médiatique en France depuis ces dernières années. Et alors, je pense que nous pouvons apporter à ceux et celles qui nous écouteront, qui nous regarderont, un visage, pardon, un regard complètement décalé, un regard nouveau, un regard frais sur la situation qui dépasse d'ailleurs ce qui se passe, enfin, le paysage médiatique français qui est parfois un tout petit peu quand même limité, donc avec notre regard qui s'appuie aussi sur notre vécu, il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Donc, pour la petite histoire, nous nous connaissons depuis bien des années avec Alexandre. Lui, il a travaillé beaucoup à l'ambassade de Russie à Paris. Moi, à l'époque, à certaines époques, dans les années 1990, je venais à Paris en tant que journaliste et il m'a facilité énormément mon travail de journaliste pour la télévision centrale de Russie. Bon, les présentations ayant été faites, donc effectivement, je te propose d'en discuter aujourd'hui de l'aspect international et géopolitique du conflit cette semaine. Donc on a eu quelque chose d'assez important aux Nations Unies. Donc il y a eu le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution qui condamne l'annexion des 4 régions partiellement occupées par les Russes en Ukraine. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Et je suis sûr que tu as suivi aussi, il se passe depuis 2 jours, depuis 3 jours, une rencontre très importante aussi à Astana, au Kazakhstan, entre, disons, les pays d'Asie centrale et la Turquie et la Russie, aussi la Chine. Donc là, c'est vraiment l'aspect géopolitique de cette semaine que je voudrais discuter avec toi. Commençons par l'Assemblée générale. Petite présentation. Bien évidemment, le 30 septembre, le Conseil de sécurité est intervenu par rapport à l'annexion des 4 régions, mais au Conseil de sécurité, où il y a 5 membres permanents et 10 membres invités, il y a eu un blocage à cause du veto de la Russie. Donc, les 5 membres permanents possèdent le droit de veto et la Russie, bien évidemment, a utilisé ce droit de veto pour bloquer cette résolution. Et la seule façon après pour la faire passer était de la mettre au vote de l'Assemblée générale, ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense d'abord qu'il faut se pencher sur la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies au XXIe siècle. Parce qu'évidemment, tout a changé depuis la chute du mur de Berlin, le monde est devenu global, interconnecté, interdépendant, alors que les institutions internationales, supranationales qui sont toujours là, c'est un peu la barbe qui continue à pousser après la mort de l'homme, parce que le monde a changé, mais les institutions continuent à exister. Il n'y a aucune institution qui était
qui était qui est né, qui soit né donc dans le monde du XXIe siècle. Donc, il faut réinitialiser, à mon avis, l'ensemble du système international, toute la constellation des organisations, y compris évidemment, à commencer par l'Organisation unie, par l'Organisation des Nations Unies, que Charles de Gaulle avait qualifié à son temps en machin. Donc, je crois que cette définition en machin est tout à fait pertinente aujourd'hui parce qu'on comprend que cette organisation est toujours en retard par rapport à la situation. Tu as cité, par exemple, le blocage du Conseil de sécurité. Au niveau du Conseil de sécurité, 5 membres permanents. Et s'il y en a un qui met le veto, alors tout est bloqué. Donc, la seule solution a été passée, évidemment, au vote de l'Assemblée générale, et ce qui prouve que, finalement, cet essoufflement cet essoufflement de la réprobation, du rejet donc de la situation par, enfin absence d'approbation de la part des pays du Sud, du pays qui ne soutiennent pas la Russie. Donc, la Russie, Poutine misait sur justement ce soutien des pays qui ne sont pas des pays occidentaux. Dans un monde qui est devenu aussi, à la charnière de 2 siècles, devenu non occidental dans la plupart des cas. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que dans ce combat qui est engagé entre les pays démocratiques, qui ne sont pas forcément les pays occidentaux, parce que la démocratie a dépassé le cadre de civilisation occidentale, et les pays, disons, autoritaires, dans ce combat qui engage la physionomie du XXIe siècle, eh bien, la Russie s'isole de plus en plus. Donc, c'est la leçon, le message que je retiens de cette vote. 143 pays qui ont condamné ces fake référendums, ces référendums de pacotille qui étaient organisés dans les territoires temporairement annexés en Ukraine par la Russie, eh bien, ça prouve finalement que le monde entier, tel qu'il est représenté, je répète de façon imparfaite à travers l'Organisation des Nations Unies, eh bien, le monde rejette cette aventure meurtrière de la Russie de Poutine et se prononce pour le respect de la loi. Pour le respect de la loi qui finalement est à l'origine de tout le système international qui doit être refondé. Mais si on dynamise la loi, eh bien, il y aura un vide sidéral qui sera extrêmement compliqué et dangereux pour la sécurité du monde. Donc, c'est pour ça que je constate que la Russie, l'isolement de la Russie est de plus en plus flagrant, que la Russie aujourd'hui s'isole non seulement face à l'Occident qui avait rejeté l'invasion de l'Ukraine dès le début, mais aussi de la part des pays qui font partie de ce nouveau monde qui, je répète, n'est pas forcément un monde occidental, tout simplement parce que ces pays-là, ils observent la situation, ils n'ont pas encore pris la décision définitive. Regardez la position de la Chine, regardez la position de l'Inde, qui se sont abstenus. Et finalement, si les démocraties aujourd'hui, les démocraties générales, les démocraties libérales prouvent leur, je dirais, vertu guerrière face à cette heure de vérité, donc de cette guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, je crois que ce combat, l'un des principaux combats du XXIe siècle entre les démocraties et l'autocratie, sera gagné par les démocraties. Parce qu'il ne faut jamais oublier, je termine là-dessus, qu'en tout dernier ressort, la démocratie, c'est la liberté individuelle de chacun. Et la liberté individuelle de chacun est pour moi la condition sine qua non du cheminement de chaque personne dans le monde, quelle que soit sa géolocalisation, sa couleur de peau, toutes les différences sur le chemin du bonheur. Ok. Bien évidemment, en fait, le problème, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Il faudra juste rappeler à tous ceux qui n'ont pas suivi au détail près ce vote que les 5 pays qui ont voté contre cette résolution, c'est bien évidemment la Russie, mais aussi les pays très démocratiques, vachement démocratiques, les plus démocratiques du monde, c'est-à-dire la Corée du Nord, la Syrie, le Nicaragua, et le Bélarus d'Alexandre Loukachenko. Donc, ça situe tout de suite, en fait, le camp, entre guillemets, du bien et du mal.
Le problème, est-ce que tu es d'accord avec moi, le problème des Nations Unies, c'est même pas un engagement, parce qu'effectivement, tu as rappelé que les grands pays qui représentent presque la moitié de l'humanité, comme la Chine et l'Inde ensemble, se sont abstenus. Ils ont préféré ne pas prendre pour le moment encore une position très ferme. Mais les Nations Unies, le problème, c'est qu'ils n'ont aucun mécanisme d'imposer les décisions prises. À mon avis, c'est ça le problème de notre ordre mondial qui a été créé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, c'est-à-dire on peut arriver à adapter, à faire adopter les résolutions, mais aucun mécanisme pour les faire appliquer. Ben, c'est tout à fait vrai, ce que j'avais déjà souligné au début de mon intervention, parce que l'Organisation des Nations Unies avait été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, comme tu l'as souligné, lorsque le monde était bipolaire, donc la bipolarité entre deux systèmes, la guerre froide, ce qu'on appelle de façon journalistique la guerre froide, eh bien, à cette époque-là, l'ONU a joué un rôle positif. Donc, ça a permis d'éviter les confrontations les pires. Enfin, ça a permis d'éviter le pire. Le problème, c'est que les institutions internationales, à commencer par la première d'entre elles, c'est-à-dire l'ONU, doivent, à mon avis, suivre l'évolution, le développement, la trajectoire du monde, ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire ces institutions se sont sclérosées, se sont fossilisées, n'ont pas compris le changement de paradigme civilisationnel à l'intersection du XXe et XXIe siècle, ils fonctionnent toujours à l'ancienne, finalement. Donc, et c'est pour ça que ce qui s'est passé donc, au niveau du vote à l'Assemblée nationale concernant la réprobation de ces fake référendums en Ukraine, ce n'est qu'un baromètre, ce n'est qu'un miroir de la situation. Je pourrais même permettre cette expression, un selfie instantané du monde. Mais évidemment, ce n'est qu'une valeur indicative parce qu'il n'y a aucun levier de pression, il n'y a aucune possibilité d'influer sur le cours des événements de la part de l'ONU. Donc, c'est pour ça que moi, je préconise depuis déjà des années la totale réinitialisation du système international en termes des institutions. Et je ne comprends pas pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quelques visionnaires qui étaient capables de faire naître ce système international qui a fonctionné, je le répète, pendant un certain nombre d'années, et pourquoi aujourd'hui, quand nous disposons de beaucoup plus de moyens technologiques, cognitifs aussi, etc., nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse, peut-être c'est la peur qui nous squeeze, c'est la peur qui bloque les décideurs du monde de sortir du statu quo dans lequel ils sont aujourd'hui engoncés et le manque de courage et aussi de visibilité. Nous manquons aujourd'hui de vrais visionnaires qui étaient présents après la Deuxième Guerre mondiale, alors que, je répète, nous vivons aujourd'hui un changement de situation qui est, à mon avis, beaucoup plus disruptif qu'il ne l'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut changer complètement ce système international. Il faut trouver les moyens de créer sans doute de nouvelles institutions, parce que moi, après avoir travaillé quand même un certain temps dans la diplomatie, et je connais de l'intérieur le système international. J'avais travaillé aux négociations à Genève sous l'égide de l'ONU. Je suis très dubitatif concernant la possibilité de changer ces institutions de l'intérieur. Je pense qu'il nous faut vraiment une disruption, c'est-à-dire une rupture avec le passé, une rupture radicale avec le passé pour créer un nouveau système international en connexion, en adéquation avec la situation du monde. Et sans doute la seule organisation, peut-être le prototype qui n'est pas parfait évidemment, mais quelque chose qui émerge du côté du G20. Le G20, cette organisation qui avait été créée dans l'urgence absolue et qui regroupe tous les pays qui représentent aujourd'hui le leadership du monde du XXe siècle. Pas tous, évidemment, la situation a changé depuis la création du G20, c'était au début des années 2000, mais finalement, il faut regarder dans les yeux du monde du XXIe siècle, il faut avoir le
courage de mettre les institutions internationales et à la tête de ces institutions internationales des visionnaires, des gens outsiders et pas insiders qui viennent pas de l'intérieur, de l'extérieur de ce système-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés dans ce système pour pouvoir finalement piloter le monde et éviter justement la guerre, cette barbarie, cette ignominie qui se déroule actuellement en Ukraine à cause du régime criminel de Poutine. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est même la création de l'ONU, en fait, c'est toujours dans l'urgence, en fait, quand on crée les organisations internationales de ce sorte, parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit plus jamais ça, et donc on va créer quelque chose, mais en réalité, on n'a pas pensé à l'efficacité, on pensait plutôt à construire un système pour nous permettre de rester en paix, en quelque sorte. Et ça, pour ça, les Nations Unies ont fonctionné, tu l'as bien souligné, ça nous a évité bien des crises. Il y a eu quand même tout un tas de travail diplomatique pendant des années et des années, mais au niveau efficacité, au-delà de ça, il y en avait pas. Et donc, après, il y a eu la création dans les années 60, au milieu des années 70 du G7, mais ça, c'était le club très fermé des pays très riches, les plus riches du monde, qui étaient en fait très peu peuplés. À l'époque, ils représentaient rien que à ces 7 pays, représentaient plus de 50% du PIB mondial. Maintenant, ces pays représentent 10% de la population et à peu près 45% du PIB mondial, mais en même temps 80% de la force militaire du monde. Et donc, ça reste quand même un club très fermé et très riche. D'ailleurs, cette semaine, lui aussi s'est prononcé sur la crise ukrainienne d'une manière très… ça m'a choqué. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu les décisions? Il y a eu 11 ou 12 points de la décision du G7. J'ai jamais vu le discours diplomatique aussi ferme. Parce que tu le sais très bien, tu as travaillé dans ces organisations. En fait, le problème de ces organisations internationales, c'est que lorsque on veut trouver quelque chose, on est obligé en fait d'arriver à quelque chose qui est absolument neutre, incolore, indolore, parce que chacun ne veut, enfin, on élimine tout ce qui ne convient aux uns et aux autres, et finalement, on revient à une décision qui est tellement fade que c'est même pas la peine de la lire. Tandis que là, le G7 s'est prononcé quand même d'une manière très, je dirais presque en termes diplomatiques violente. Est-ce que tu es d'accord? Bah, tant mieux. Cette violence, peut-être pas le terme que j'emploierais, mais la disruption, c'est ça le terme que je préconise, c'est-à-dire la rupture par rapport au passé et aussi le courage, l'audace et la vision du monde du XXIe siècle qui manque terriblement aujourd'hui aux dirigeants occidentaux de façon générale d'ailleurs. Tout simplement parce que tu as souligné que le G7, c'est un club de pays riches, mais surtout c'est un club qui a été créé, d'ailleurs, je rappelle l'historique, à l'initiative de Giscard d'Estaing au milieu des années 70. La première réunion, c'était à Rambouillet, à côté de Paris. Et à l'époque, déjà, Giscard, jeune président français, il était très sceptique par rapport aux pesanteurs, lourdeurs bureaucratiques de l'Organisation des Nations Unies. Il voulait créer quelque chose de beaucoup moins formel, c'est-à-dire des discussions les yeux dans les yeux. Mais avec qui? Avec les pays qui gouvernaient le monde, en tout cas une partie du monde, dans le monde bipolaire, c'est-à-dire des pays occidentaux, plus le Japon. Voilà. On a du mal à mettre dans la civilisation occidentale, même si le Japon a adopté aussi les paramètres de cette civilisation, comme la démocratie, l'état de droit, etc. Donc, à l'époque, le monde était, je répète, bipolaire. À l'époque, le G7 représentait les pays qui reposaient sur l'économie de marché et la démocratie. Depuis, le monde a changé. Et donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui, à bien des égards,
pour la première fois depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis le XVe siècle, au moment où la civilisation européenne, les États-Unis n'existaient pas encore, donc on ne peut pas parler de la civilisation occidentale, ont repris le leadership global du monde, parce qu'avant c'était la Chine et l'Inde déjà qui étaient donc en première loge du monde. Et à partir du XVe siècle, c'est le monde occidental, la civilisation occidentale qui pilotait finalement le destin de notre planète. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout évident aujourd'hui. Et donc, tu as rappelé quelques chiffres, et je rappellerai aussi que, par exemple, en termes de démographique, si tu additionnes la population de l'Inde et de la Chine, c'est déjà à peu près la moitié de la population de la planète. Et aussi, il faut rappeler que la population indienne est très, très, très jeune, à peu près 60%, 65% de cette population ont moins de 25 ans, c'est-à-dire la projection vers l'avenir, la projection vers l'éducation, vers le digital, vers le nouveau domaine à haute valeur ajoutée. Et ce que j'ai constaté d'ailleurs quand j'étais à Bangalore, B2B aujourd'hui, c'est pas forcément business to business, c'est back to Bangalore, parce que nouvelle génération des Indiens qui avaient fait des études aux États-Unis reviennent à Bangalore, qui créent leurs entreprises, qui se projettent à l'avenir. Donc, B2B, back to Bangalore, c'est une des formules du 21e siècle. Donc, je répète, le monde du 21e siècle n'est pas forcément le monde occidental. Et pour que le monde occidental, pour que l'Occident, la civilisation occidentale, qui était pendant longtemps le phare de l'humanité, qui a montré l'exemple au reste du monde, eh bien, il faut que cette civilisation occidentale trouve la force et l'énergie en elle de renaître. Je préconise cette nouvelle renaissance de l'Occident. Et ce que tu disais à propos de ce que tu as appelé la violence des propos, c'est tout simplement pour moi la recherche, la quête de cette place, de cette nouvelle place de l'Occident dans le monde global du XXIe siècle. Parce que si on ne pratique pas ce langage disruptif, si on ne se réinitialise pas, si on laisse d'ailleurs Poutine, c'est-à-dire l'archétype de l'autocratie poussée à l'extrême et extrêmement violente, gagner cette guerre, l'Occident tout simplement risque de sortir de l'histoire et disparaître de l'histoire ou sortir de l'histoire par une petite porte. C'est pour ça qu'il faut sortir pour que nous puissions survivre. Nous, les Occidentaux, nous devons sortir de ce politiquement correct. Tu as employé le mot violence, je dirais politiquement correct, c'est-à-dire sortir du déni de réalité, comprendre le monde dans lequel nous vivons, se remettre complètement en cause et surtout, je termine là-dessus, c'est surtout ne pas oublier nos propres valeurs qui ont fondé la prospérité et la puissance de l'Occident, c'est-à-dire la démocratie, la liberté individuelle, la dignité humaine, l'état de droit. Oui, et donc en fait, entre les deux, entre les Nations Unies qui était la plus grande plateforme, mais pas très efficace, ou le club très fermé de G7 qui était le club informel, mais des plus riches, des pays les plus riches du monde. Donc, tu as souligné en fait l'intermédiaire, c'est-à-dire le G20. C'est justement peut-être ça la plateforme qui est d'un côté plus efficace que les Nations Unies et de l'autre côté plus large que le club fermé de G7. Donc, dans un mois, en Indonésie, il y aura le sommet de G20. Sur lequel on se pose des questions. Est-ce que Vladimir Poutine va intervenir? Est-ce qu'il va venir? Est-ce que le président Zelensky va venir physiquement? Est-ce qu'il va intervenir? Qu'est-ce que tu attends de ce G20? Est-ce que tu crois que pendant ce sommet de G20, le monde, justement, pourrait arriver à trouver quelque chose pour sortir la planète de cette crise ukrainienne? Toute mon expérience diplomatique prouve que les vrais tournants de l'histoire ne se jouent pas pendant quelques heures ou même pendant quelques jours de ces sommets formels. Ces sommets formels, c'est souvent juste la possibilité de se parler, de faire connaissance, d'échanger quelques propos souvent trop politiquement, diplomatiquement, géopolitiquement corrects, ne pas crever l'abcès. Donc, c'est pour ça que je reste assez quand même dubitatif par rapport à la perspective de ce sommet à Bali, de changer complètement le monde d'un seul coup, comme un coup de baguette magique. Par contre, je voudrais souligner quelques paramètres qui me paraissent extrêmement importants. À mon avis, il faut tout faire
pour éviter l'invitation de Poutine à ce sommet. Parce que l'invitation de Poutine à ce sommet, ça lui donnerait un surcroît de légitimité, enfin le simulacre de légitimité de sa démarche. Poutine doit être isolé. Il est déjà, mais cet isolement doit être montré de façon visible, audible, tangible, non seulement de la part des Occidentaux, comme tu disais, G7, mais aussi et surtout de la part du monde, dont le miroir aujourd'hui, le vrai, c'est le G20, c'est-à-dire Poutine, non. Alors que Zelensky, évidemment, oui, il doit intervenir soit à distance, ça, il faut voir après, mais l'invitation de Poutine, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être complètement évité. Et je pense que ce G20, à ce moment-là, sans changer complètement le cours de l'histoire, peut être un boost, peut donner un boost à une certaine prise de conscience qui est déjà visible depuis le vote à l'Assemblée nationale dont nous avons débattu. L'Assemblée générale dont nous avons débattu au début. Il y a aujourd'hui ce changement, ce basculement, non seulement dans le cours de l'histoire, mais aussi, surtout dans la perception dans le monde de cette barbarie russe qui est engagée contre l'Ukraine. Donc, ce que j'appelle le kairos, c'est le moment à saisir, l'occasion à saisir. Kairos, c'est une expression grecque, donc il fallait saisir ce kairos par les cheveux pour saisir l'opportunité. C'est le kairos aujourd'hui. Donc, il ne faut pas inscrire ça dans la procrastination. Il ne faut pas procrastiner aujourd'hui. C'est le moment qui se passe aujourd'hui. C'est l'opportunité. Là, il faut saisir cette opportunité parce que peut-être après, ce sera trop tard. Et donc, si on veut saisir le kairos aujourd'hui, si on veut saisir l'opportunité, évidemment, ce sommet à Bali peut être extrêmement important sans être décisif, évidemment, pour la suite des événements. Ok, j'aurais voulu parler avec toi de ce qui se passe en Asie centrale, mais finalement, je crois que c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans dans ces mouvements de changement du monde, parce que ça fait déjà en fait presque tout l'automne. Au mois de septembre, il y a eu la réunion au Samarcande avec la venue de Xi Jinping d'abord au Kazakhstan et après en Ouzbékistan. Et là, cette fois-ci, au Kazakhstan, il y a eu 3 sommets qui sont en fait aussi qui montrent que ça bouge en Asie centrale, ça bouge côté asiatique. Mais je crois que on en parlera une autre fois parce que ça mériterait un regard un peu plus approfondi sur ça. Et donc, je crois que là, on va finir cette émission sur ces belles paroles de souhait d'isoler Poutine pendant le sommet de G20 à Bali qui va bientôt intervenir et pour lui montrer en fait cette désapprobation, y compris côté asiatique, parmi ces pays qui sont abstenus pendant le vote des Nations Unies. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.